Il existe un type de solitude qui guérit et un autre qui détruit. La plupart des gens fuient la solitude comme on fuit une flamme. Dès que le silence s'installe, ils allument quelque chose. Une musique, une vidéo, une conversation inutile, comme si rester seul avec eux-mêmes était une punition. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que cette fuite n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que quelque chose en vous attend d'être regardé, et que vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, à la fois dans mes études, dans mes recherches et dans ma propre vie. Il existe deux solitudes. L'une vous consume de l'intérieur, l'autre vous reconstruit en silence. Et la différence entre les deux ne tient pas à combien de temps vous passez seul, mais à ce que vous faites avec ce silence quand il arrive. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à explorer cette frontière. Il avait lui-même traversé une période qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Des années où il s'était volontairement retiré du monde, où il avait osé s'asseoir dans son propre silence et écouter ce qui remontait. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas paisible, c'était vertigineux, parfois terrifiant. Mais c'est de là qu'est née sa pensée la plus profonde. C'est dans ce silence courageux qu'il a découvert ce qu'il appelait le processus d'individuation, le chemin par lequel un être humain cesse d'être ce que les autres ont voulu qu'il soit pour devenir enfin ce qu'il est vraiment. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question. Quand vous êtes seul, vraiment seul, sans écran, sans bruit, sans distraction, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est le calme ou est-ce que quelque chose remonte, quelque chose d'inconfortable, quelque chose que vous ne savez pas nommer, mais que vous reconnaissez immédiatement? Si c'est la deuxième option, ne fuyez pas, parce que ce que vous ressentez là, c'est exactement ce dont nous allons parler. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce malaise que vous ressentez dans le silence n'est pas votre ennemi. C'est peut-être votre guide le plus honnête. Commençons par comprendre pourquoi la solitude fait si peur. L'être humain est un animal social. Depuis des millénaires, la survie dépendait du groupe. Être seul signifiait être exposé, vulnérable, en danger. Cette peur primitive est encore gravée dans notre système nerveux. Elle ne disparaît pas simplement parce que nous vivons désormais dans des villes, entourées de millions de personnes, avec un téléphone dans la poche qui nous connecte à l'humanité entière, en une fraction de seconde. Cette peur est plus ancienne que la raison. Elle est inscrite dans le corps, dans le souffle, dans les réflexes. Mais dans le monde moderne, ce n'est plus un prédateur qui menace quand on se retrouve seul, c'est quelque chose d'intérieur. Ce sont nos propres pensées, nos propres voix. Et ces voix, pour beaucoup, sont bien plus effrayantes que n'importe quelle bête sauvage. Parce qu'on peut fuir une bête sauvage, on ne peut pas fuir ce qui vit à l'intérieur de soi. Jung avait observé cela chez des centaines de patients au long de sa carrière. Les personnes qui souffrent le plus de la solitude ne souffrent pas vraiment de l'absence des autres. Elles souffrent de leur propre présence. Elles ne supportent pas ce qu'elles entendent quand tout se tait. Les reproches, les regrets, les questions sans réponse, l'impression d'être insuffisant, inadapté, perdu. Et alors elles remplissent le silence de tout ce qu'elles peuvent trouver, non pas pour vivre, mais pour ne pas entendre. C'est la première solitude, celle qui détruit. Elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle ne ressemble pas forcément à un homme assis dans une chambre sombre, les yeux dans le vide, incapable de bouger. Elle peut ressembler à quelqu'un d'entouré, de social, de toujours occupé et pourtant profondément seul à l'intérieur. C'est la solitude de celui qui joue un rôle depuis si longtemps qu'il ne sait plus qui il est en dehors de ce rôle. C'est la solitude de celle qui sourit à tout le monde et pleure dans son lit quand les lumières s'éteignent. C'est la solitude de celui qui remplit ses journées d'activité pour ne jamais avoir à s'arrêter et se demander si cette vie est vraiment la sienne. Reconnaissez-vous quelqu'un dans ces descriptions? Peut-être vous-même,
peut-être quelqu'un que vous aimez. Jung appelait cela vivre dans la persona. La persona, c'est le masque social, l'identité construite pour plaire, pour être accepté, pour survivre dans le regard des autres. Chacun en porte une. Ce n'est pas un problème en soi, la persona est un outil nécessaire. Nous avons tous besoin d'adapter notre façon d'être selon les contextes. Nous ne sommes pas identiques au travail, en famille, avec des amis. Ce n'est pas de la duplicité, c'est de l'intelligence sociale. Le problème commence quand on oublie que c'est un masque, quand on le colle si fort sur le visage qu'on ne sait plus ce qu'il y a en dessous. Quand la persona devient la seule identité qu'on connaît. Et à ce moment-là, même seul, même en silence, on ne se retrouve pas vraiment, parce qu'on a oublié qui on cherche. On cherche quelqu'un qui n'a plus de nom, plus de visage, plus de voix claire. Et ce vide, cette absence de soi dans sa propre vie, c'est l'une des souffrances les plus profondes que l'être humain puisse traverser. Cette solitude-là ronge, lentement, silencieusement, mais inexorablement. Elle crée une fatigue que le sommeil ne répare pas, une tristesse sans cause apparente, une impression de vide au milieu d'une vie pourtant remplie. Vous avez tout, ou presque, et pourtant quelque chose manque, quelque chose d'essentiel. Et ce quelque chose, vous ne savez pas le nommer parce que vous n'avez jamais vraiment fait sa connaissance. Le monde d'aujourd'hui est expert pour alimenter cette solitude-là tout en la masquant. Les réseaux sociaux nous offrent l'illusion de la connexion permanente, des centaines de contacts, des milliers d'abonnés, des flux qui ne s'arrêtent jamais. Et pourtant, des études après études montrent que plus le temps passé sur ces plateformes augmente, plus le sentiment de solitude et de vide intérieur s'intensifie. Parce que ce n'est pas de la connexion que nous cherchons réellement, c'est de la reconnaissance, pas de l'audience, c'est de la compréhension, pas de l'approbation extérieure, c'est d'une réconciliation intérieure. Et cette réconciliation-là ne peut pas se trouver dans le bruit. Elle ne peut se trouver que dans le silence. Mais il existe une autre solitude. Celle-là, Jung l'appelait la solitude créatrice, la solitude de l'individuation. Et elle est radicalement différente, non pas dans sa forme extérieure, mais dans son orientation intérieure. Parce que la première solitude fuit quelque chose, tandis que la seconde va vers quelque chose. La première solitude est une retraite. La seconde est une avancée. La première ferme des portes, la seconde en ouvre. Imaginez une personne qui s'assoit, le soir, dans sa chambre silencieuse. Les pensées arrivent, comme toujours, les regrets, les inquiétudes, les voix. Mais au lieu de les fuir, cette personne les regarde. Elle ne les combat pas, elle ne les nourrit pas non plus. Elle les observe comme on observe un paysage par la fenêtre d'un train, en sachant que ce n'est pas elle qui conduit, et que ces paysages vont défiler et passer. Cette attitude, contemplative, accueillante, sans jugement, est une compétence. Elle ne vient pas naturellement pour la plupart d'entre nous. Jung l'appelait la fonction transcendante, la capacité à tenir ensemble des contraires sans se briser, tenir ensemble la douleur et la paix, l'incertitude et la confiance, la solitude et la plénitude, la blessure et la croissance. Ce n'est pas naturel, ça s'apprend. Et ça commence toujours par un acte de courage simple mais vertigineux, accepter de rester en sa propre compagnie sans fuir ce qui remonte. J'ai un souvenir personnel à ce sujet. Pendant une période de ma vie, je traversais quelque chose de difficile que je ne nommerai pas ici, mais que beaucoup d'entre vous reconnaîtront dans sa texture. Cette impression d'être dans un entre-deux, ni dans ce qu'on a laissé derrière soi, ni encore dans ce qui vient. J'ai découvert que le silence m'était devenu insupportable. Je remplissais mes journées à un rythme effréné. Consultations, lectures, rencontres, voyages. Je croyais que j'avais besoin du monde, que le mouvement me maintenait vivant,
que m'arrêter revenait à laisser quelque chose de dangereux me rattraper. Mais un soir, contraint par les circonstances, je me suis retrouvé seul dans une maison silencieuse, sans rien pour fuir. Et là, quelque chose a craqué. Pas dans le sens de la rupture, dans le sens de l'ouverture. Comme une écorce qui cède pour laisser sortir quelque chose de plus vif en dessous. Ce que j'ai découvert dans ce silence-là ne s'explique pas entièrement avec des mots. Mais si je devais essayer, je dirais ceci. J'ai rencontré une partie de moi qui avait attendu patiemment pendant des années que je daigne enfin m'arrêter, qui n'avait pas disparu malgré tout ce que j'avais mis devant elle pour la couvrir, qui était là, tranquille et vivante, comme une source souterraine qu'aucune sécheresse de surface n'avait réussi à tarir. Jung avait raison. L'inconscient parle dans le silence, pas avec des mots clairs et ordonnés, avec des images, des sensations, des émotions qui montent sans prévenir. Et si on les laisse venir, vraiment les laisser venir, sans les juger, sans les analyser immédiatement, sans les repousser comme des intrus, ils commencent à livrer quelque chose d'important. Ils livrent du sens. C'est peut-être le mot le plus important de toute cette conversation. Le sens, Jung croyait que la souffrance humaine la plus profonde n'est pas la douleur, c'est l'absence de sens. Un être humain peut traverser des épreuves extraordinaires, des pertes, des deuils, des douleurs physiques intenses, si elles ont un sens pour lui. Mais il s'effondre sous le poids d'une vie confortable qui ne signifie rien. Il peut s'effondrer au milieu du luxe, de la sécurité, de l'admiration des autres. Si sa vie intérieure est vide, si rien de ce qu'il fait ne lui parle, si le chemin qu'il parcourt n'est pas le sien. Et ce sens profond, intime, qui ne peut pas être emprunté à personne d'autre, ni acheté sur aucun marché, ni trouvé dans aucun livre, tant qu'il n'a pas résonné avec quelque chose de vivant en vous. Ce sens ne se trouve pas dans le bruit. Il se trouve dans le silence, dans la solitude courageuse, dans ces moments où vous n'êtes plus en train de jouer un rôle et où quelque chose de plus authentique commence à parler. Mais comment reconnaître si notre solitude nous guérit ou nous détruit? Comment faire la différence entre un silence qui creuse davantage notre vide et un silence qui commence à le remplir de quelque chose de vrai? Il y a un signe que j'ai appris à observer. Chez mes patients, chez moi, chez les personnes qui m'entourent depuis des années, ce signe, c'est la direction de l'énergie dans le silence. Quand vous êtes seul, est-ce que votre énergie se tourne compulsivement vers le passé? Est-ce que vous rejouez des scènes, des erreurs, des humiliations, des regrets, comme une boucle qui recommence encore et encore, comme un film qu'on ne peut pas arrêter, qui se rejoue à chaque fois qu'on ferme les yeux? Ou est-ce que quelque chose, même timidement, même imperceptiblement au début, commence à émerger? Une question nouvelle, une image inattendue, une envie ancienne qu'on croyait éteinte, un fragment de vous-même que vous n'aviez pas encore rencontré ou que vous aviez oublié depuis si longtemps que sa réapparition vous surprend. La solitude destructrice regarde en arrière. Elle ressasse, elle accuse, elle compare, elle condamne. Elle ne construit rien, elle défait seulement ce qui reste. Et plus on lui donne de temps, plus elle s'approfondit dans ce mouvement régressif, spiralant vers l'intérieur, non pas pour explorer, mais pour s'enfermer. La solitude guérisseuse, elle, regarde vers l'intérieur, pas vers le passé figé, mais vers le présent vivant de ce que vous êtes. Elle ne juge pas, elle explore, elle ne condamne pas, elle découvre. Elle ne cherche pas à résoudre immédiatement, elle cherche d'abord à comprendre. Et dans cette compréhension progressive, quelque chose de fondamental se réorganise en vous, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Jung utilisait une image que je trouve extraordinairement juste et que je n'ai jamais pu oublier depuis que je l'ai lue pour la première fois. Il disait que l'inconscient est comme un océan. En surface, il y a des vagues, bruyantes, agitées, visibles de tous.
Ce sont nos pensées quotidiennes, nos émotions immédiates, nos réactions automatiques, nos habitudes de pensée, nos rôles sociaux, la partie de nous que le monde voit et que nous-mêmes reconnaissons facilement. Mais sous ces vagues, il y a quelque chose d'immense et de silencieux, des profondeurs qui n'ont jamais été perturbées par les tempêtes de surface. Un espace intérieur où le temps fonctionne différemment, où les catégories habituelles perdent leur emprise, où ce qui est essentiel remonte lentement à la conscience quand on lui en donne l'espace. Et c'est là, dans ces profondeurs, que se trouve la vérité de ce que vous êtes, non pas ce que vous avez appris à être, non pas ce qu'on attend de vous, mais ce que vous êtes fondamentalement, irréductiblement, au-delà de toutes les constructions sociales et psychologiques. La plupart des gens ne plongent jamais. Ils restent en surface toute leur vie, ballottés par les vagues, épuisés par le mouvement constant, convaincus que c'est tout ce qu'il n'y a rien en dessous, que l'agitation de surface est la seule réalité. Mais la solitude courageuse, celle qui guérit, c'est l'acte de plonger, de s'enfoncer dans ces eaux profondes et silencieuses, de laisser le bruit de surface s'éteindre progressivement et de découvrir ce qui attendait là, dans l'obscurité calme des profondeurs, patient, indestructible, vivant. Ce n'est pas sans risque. Jung le savait mieux que quiconque, lui qui avait plongé dans ses propres profondeurs et en était revenu transformé, mais aussi pendant un temps profondément ébranlé. Lui qui avait vu ce que l'inconscient peut contenir de douloureux, de sombre, de dérangeant, mais aussi d'une beauté et d'une sagesse qui dépassent tout ce que la conscience ordinaire peut atteindre. Il ne romantisait pas l'expérience, il ne la minimisait pas non plus. Il disait simplement, avec cette clarté qui caractérisait sa pensée, « Si vous ne devenez pas ce que vous êtes, vous gaspillez la seule chance qui vous est donnée. Alors maintenant, parlons de quelque chose de concret. Comment cultiver cette solitude qui guérit? Comment traverser le mur de l'inconfort initial pour atteindre le silence fertile de l'autre côté? La première chose, et c'est la plus difficile, c'est de cesser de remplir chaque instant vide. Nous vivons dans une civilisation du remplissage perpétuel. Chaque instant vide est perçu comme un problème à résoudre, une inefficacité à corriger, un manque à combler. Un temps mort devient une opportunité de consommer, une vidéo, un message, une notification, une story. La productivité est devenue une religion et le repos une honte. Mais Jung avait compris que c'est précisément dans ce vide que se tient la vie réelle. Ce que nous fuyons dans le vide, ce n'est pas le néant, c'est nous-mêmes. Et fuir de soi-même est l'entreprise la plus épuisante qui soit, parce qu'on n'y échappe jamais vraiment. Commencez par de petits moments, 5 minutes le matin avant d'allumer le téléphone, 10 minutes le soir après que les lumières s'éteignent, mais avant de vous perdre dans un écran. Assis, sans rien, les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Laissez les pensées venir sans les poursuivre. Laissez les sensations corporelles parler, la tension dans les épaules qui s'accumule depuis des semaines sans que vous l'ayez remarqué, la pesanteur dans la poitrine que vous attribuez à la fatigue, mais qui porte peut-être autre chose, le souffle qui entre et sort, irrégulier ou profond selon l'état de ce que vous portez ce jour-là. Ne cherchez rien, n'attendez pas de révélation, n'espérez pas que quelque chose d'extraordinaire se produise. Soyez simplement présent à ce qui est, tel que c'est, sans le modifier, sans le juger, sans lui demander d'être différent. Au début, c'est presque insupportable. Le cerveau cherche à fuir dans toutes les directions. Il génère des to-do list urgentes, des inquiétudes oubliées qui soudain semblent capitales, des conversations à avoir, des erreurs à corriger. C'est normal, ce n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas une preuve que vous n'êtes pas fait pour ce type d'expérience. C'est simplement le signe que vous commencez à déconstruire des années, parfois des décennies de conditionnement. Continuez, avec douceur, sans vous forcer,
mais continuez. La deuxième chose, c'est d'apprendre à écouter sans interpréter immédiatement. Quand une émotion monte dans le silence, une tristesse sans raison apparente, une colère qui surgit d'on ne sait où, une peur ancienne, une douleur oubliée, notre réflexe habituel est de l'analyser aussitôt. Pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Nous cherchons immédiatement à classifier, à cataloguer, à mettre dans une case pour ne plus être dérangé. Mais Jung recommandait une approche différente. Il appelait cela l'amplification, laisser l'émotion se déployer dans tout son espace, l'observer dans ses nuances et sa complexité, lui donner le temps et l'espace de se montrer pleinement, comme on donnerait de l'espace à une fleur pour s'ouvrir entièrement avant de vouloir la décrire ou la classifier. L'inconscient ne parle pas le langage de la logique linéaire. Il parle le langage des symboles, des images, des sentiments qui se superposent. Et si vous lui imposez immédiatement votre grille rationnelle, il se referme. Il se tait, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas été entendu dans sa propre langue. Il a été catalogué dans la vôtre. Laissez venir, laissez être, comprenez après. L'ordre de ces trois étapes est crucial. La troisième chose, et c'est peut-être la plus transformatrice dans la durée, c'est de commencer à distinguer la voix de votre persona de la voix de votre soi. Ces deux voix coexistent en vous, mais elles parlent très différemment. La persona parle avec les mots des autres. Elle dit « tu dois faire comme si »,« tu devrais être comme ça ». Les gens pensent que c'est normal tout le monde fait ainsi. Elle s'appuie sur des règles extérieures, des attentes sociales intériorisées, des peurs du jugement, des normes absorbées dès l'enfance, sans jamais être questionnée. Elle parle souvent fort, elle parle souvent vite. Elle sait toujours quelle est la bonne réponse, la réponse que les autres approuveront. Le soi, lui, parle différemment. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à convaincre ni à rassurer. Il murmure. Et il dit des choses comme « ce n'est pas vraiment moi, je veux quelque chose d'autre, mais je ne sais pas encore quoi exactement. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore exprimé, quelque chose qui attend. Cette vie que je mène ressemble à quelqu'un d'autre plus qu'à moi. Je ne reconnais pas toujours celui que je vois dans le miroir. Cette voix-là, la voix du soi profond, n'émerge que dans le silence. Elle est couverte par le bruit dès que le bruit reprend. C'est pourquoi la solitude courageuse n'est pas un luxe réservé aux personnes qui ont du temps libre, qui ont résolu leurs problèmes matériels, qui ont atteint un certain niveau de confort existentiel. C'est une nécessité profonde pour quiconque veut vivre une vie qui lui appartient vraiment, et non une vie empruntée, héritée, imposée ou simplement choisie par défaut. Il y a quelque chose que Jung a dit et qui me revient souvent, que j'ai médité pendant des années et que je continue de méditer. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase est peut-être l'une des formulations les plus précises de ce que signifie vivre sans se connaître. Toutes ces décisions qui semblent être les vôtres, tous ces choix que vous faites, toutes ces réactions qui paraissent inévitables, combien d'entre eux viennent réellement de vous? Combien viennent de blessures anciennes, de peurs héritées, de schémas répétitifs que vous n'avez jamais examinés parce que vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir dans le silence assez longtemps pour les voir? La solitude guérisseuse, c'est l'espace où ces schémas deviennent visibles, où ce qui était automatique devient observable, où ce qui semblait être le destin commence à révéler ses mécanismes et donc sa possibilité de transformation. Je veux aborder maintenant quelque chose que j'ai observé à maintes reprises dans ma pratique et dans mon propre cheminement. La peur spécifique que beaucoup ressentent à l'idée de se retrouver vraiment seuls avec eux-mêmes n'est pas irrationnelle. Elle a une origine précise. Quelque part dans le passé, souvent dans l'enfance, parfois plus tard,
il s'est passé quelque chose. Une douleur, une perte, une humiliation, une situation où être soi-même n'était pas sûr, où montrer sa vraie nature entraînait des conséquences douloureuses. Et l'esprit, dans sa sagesse protectrice, a appris à associer la solitude avec ce danger ancien. Rester seul avec soi-même, c'est risquer de rencontrer à nouveau cette douleur-là. Jung ne niait pas la réalité de ses blessures. Il ne disait pas d'ignorer la douleur ou de la traverser de force. Il disait quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Ces blessures, ces peurs anciennes, ces douleurs refoulées, elles ne disparaissent pas quand on les évite. Elles s'agrandissent, elles prennent de l'espace dans l'inconscient, elles influencent les comportements, les choix, les relations, sans que vous sachiez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais quand on les regarde, vraiment les regarder, pas les analyser froidement, mais les regarder avec la même tendresse qu'on regarderait un enfant qui souffre, quelque chose commence à changer. Il appelait ce processus l'intégration. Pas la résolution spectaculaire, pas la guérison miraculeuse, mais l'intégration progressive. Accepter que ces parties douloureuses de soi font partie de l'ensemble, qu'elles ne définissent pas entièrement ce qu'on est, mais qu'elles en font partie, et que les accueillir avec douceur, avec patience, sans les laisser prendre toute la place, est le seul chemin vers une forme de paix intérieure durable. Certains d'entre vous vont me demander « Mais que faire quand la solitude devient vraiment douloureuse ? Quand le silence n'apporte pas la paix, mais une souffrance qui semble sans fond ? Quand rester seul avec soi-même ressemble moins à une exploration qu'à une noyade ?» C'est une question que j'entends souvent et elle mérite une réponse honnête. Parce que oui, il existe une solitude pathologique, une solitude qui isole non pas pour permettre la rencontre avec soi-même, mais parce qu'on n'a plus la force de se rencontrer, ni de rencontrer les autres. Une solitude qui vide plutôt qu'elle ne nourrit. Une solitude qui est le symptôme d'une dépression profonde, d'un deuil non résolu, d'une blessure psychique qui dépasse les ressources intérieures disponibles. Et dans ce cas, Jung aurait été le premier à dire « cherchez de l'aide », non pas parce que vous êtes faible, mais parce que certaines profondeurs ne se traversent pas sans guide. Lui-même avait eu des compagnons de route dans ses moments les plus sombres. Il avait maintenu des correspondances intenses, des dialogues vitaux avec des personnes qui le comprenaient. Il n'a jamais prétendu que le voyage intérieur devait se faire dans un isolement total et absolu. La solitude guérisseuse n'est pas l'absence de tout lien humain. C'est l'espace où vous pouvez être avec vous-même, tout en sachant que vous portez avec vous tous ceux qui vous ont aimé, toutes les connexions qui vous ont construit, tout le tissu humain qui vous soutient même quand vous n'en êtes pas conscient. La différence, encore une fois, est dans l'intention et dans les faits. Est-ce que vous êtes seul pour fuir le monde ou pour vous retrouver vous-même ? Est-ce que ce silence vous rapproche de vous-même ou vous en éloigne davantage chaque jour ? Est-ce que ces moments de retrait vous rendent plus vivant, plus présent, plus vous-même quand vous revenez dans le monde, ou plus vide, plus terne, plus étranger à tout ce qui vous entourait ? Ces questions sont votre boussole, pas une boussole parfaite. Rien dans la vie intérieure ne l'est, mais une direction, un sens d'orientation, une façon de distinguer le silence qui reconstruit du silence qui enfonce. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous avant de terminer. Quelque chose que j'ai appris non pas dans les livres, même si les livres l'ont confirmé, mais dans les années passées à écouter des gens traverser les passages difficiles de leur vie. La solitude qui guérit n'est pas silencieuse, parce qu'elle est vide. Elle est silencieuse parce qu'elle est pleine. Pleine de tout ce que vous n'avez pas encore eu le courage d'entendre. Pleine de tout ce que vous avez su depuis longtemps, mais refusé de reconnaître. Pleine de cette voix intérieure qui a attendu patiemment, pendant des mois, des années parfois, que vous daigniez enfin faire assez de silence pour qu'elle puisse se faire entendre. Jung disait quelque chose que je n'oublierai jamais.
Il disait que la solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer les choses qui semblent importantes pour soi, ou de tenir pour valables certaines vues que les autres trouvent inadmissibles. Cette solitude-là, la solitude de celui qui a commencé à se connaître vraiment, qui a commencé à vivre depuis un endroit profond et authentique, cette solitude n'est pas une souffrance. C'est le signe d'une intégrité, la marque de quelqu'un qui ne peut plus se mentir, même si ce serait plus confortable, la trace d'une rencontre avec soi-même qui a vraiment eu lieu. Je veux terminer par ce que Jung a écrit dans ses mémoires. Souvenirs, rêves et pensées. Ce livre extraordinaire où il racontait non pas sa carrière brillante, mais sa vie intérieure dans toute sa complexité et son honnêteté. Il parlait de sa propre solitude avec une clarté qui dépasse tout ce que j'aurais pu dire. Il écrivait sur la solitude de celui qui a vécu assez profondément pour ne plus pouvoir faire entièrement semblant. Il reconnaissait que cette solitude était parfois douloureuse. Maïs, il la reconnaissait aussi comme la condition même de ce qu'il était devenu. Cette solitude-là, la solitude du chercheur, de celui qui ne se contente plus des réponses toutes faites, qui ne peut plus se satisfaire d'une vie sans profondeur, qui a entendu quelque chose dans le silence et qui ne peut plus prétendre ne pas l'avoir entendu, cette solitude est douloureuse, oui. Mais elle est aussi une porte. Et derrière cette porte, il y a quelque chose que peu de gens ont la chance de trouver, parce que peu ont le courage de s'arrêter assez longtemps pour le chercher. Il y a vous, le vrai vous, celui qui existait avant les rôles, avant les attentes, avant les blessures accumulées et les adaptations nécessaires, avant que le monde commence à vous dire qui vous deviez être et que vous commenciez à le croire. Celui qui sait, quelque part dans ses profondeurs les plus silencieuses, ce qu'il est vraiment venu faire ici, celui qui n'a jamais complètement disparu derrière les masques, derrière les performances, derrière les années de vie automatique, il attend, patiemment, sans jamais vous avoir quitté. Le silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce que vous n'avez pas encore eu le courage d'entendre. Asseyez-vous ce soir, éteignez tout, respirez, et laissez cette partie de vous qui a toujours su, enfin commencer à parler.